Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Merci de nous retrouver comme chaque mardi à partir de la station régionale de Constantine pour un nouveau Bonjour d'Algérie qui va s'intéresser dans sa première partie à l'ORL. Les ORL de Sétif ont tenu leur rencontre habituelle. Ils viendront nous en parler. Nous aurons deux professeurs, le professeur Benzalmit et le professeur Meddoul viendront nous parler de ce qu'ils ont fait durant cette rencontre scientifique. Ensuite, on ira du côté de l'INATA, l'Institut de nutrition, qui a tenu les 2 derniers jours son 2e congrès international et ça a parlé de nutrition et de santé. Ensuite, on terminera en culture avec Hakim Dekar et Louni Siaou pour parler du retour du panorama du cinéma à Constantine. C'est le programme complet de ce Bonjour d'Algérie qui va commencer comme à son habitude par notre petite balade à Constantine sur les airs de la ville de la Passion avec la voix de Mohamed Tar Fergani, Allah yarhamou. إن وصلت لمدينة الهواء قلي طاير أقدمت على الموت في رضا نجمة مرادي وأنا دخلت أنا عقب الظلامي اختار اللي البلي بدنامي وسارنا ليها سنة بغي الشفار هي توعد كل جامع ودخلنا في غنيم طلامي خبرتهم غايض المسامع قمصت ايش في فرافع الله يا سود الريامي Voilà, j'espère que la balade vous a plu, et puis parce que moi, elle m'a entraîné, elle m'a prise avec elle, cette balade. Allez, on va parler d'ORL et on va parler de médecine, puisque la rencontre de Sétif qui s'est tenue le week-end passé a réuni beaucoup de spécialistes dans ce domaine. J'ai le plaisir de recevoir professeur Benzalmit, marhaba bik. Merci, merci monsieur Ismaël. Et à vos côtés, docteur Meddour. Merci pour l'invitation. Voilà. Alors, ce qui est bien, c'est que vous représentez l'association des ORL de Sétif. Ouais. Alors, qui en premier va d'abord nous faire une petite présentation sommaire de l'association. Commençons par le président de l'association. Eh ben, merci, tout l'honneur est pour moi. Tout d'abord, bonjour l'Algérie, bonjour Constantine. Bonjour Sétif. Bonjour Sétif. Bonjour tous les ORL et les radiologues qui ont fait la fête le week-end dernier. Donc l'association des ORL de Sétif, on avait la chance, vous nous aviez déjà invités ici, sur ce plateau même, et on avait parlé des ententes ORL de Sétif. Entente qui veut dire rassembler tous les ORL algériens et même internationaux. De football. Comme l'entente sétifienne, qu'on aimerait tant qu'elle revient sur la scène. Donc on est inspiré. Le feu président l'appelait Wifaq el-Jazair. Donc on voudrait bien que... Donc on a créé cette association, c'est juste pour rassembler tous les ORL algériens et faire la fête à Sétif, faire la fête scientifique et faire une rencontre culturelle. On avait même dans le programme plusieurs actions sportives, etc. etc., etc. Donc c'est ça l'idée. C'était une jeune association
association, mais qui a fait beaucoup sur le plan scientifique. Et ça, ce n'est que la continuation dans cette perspective. Donc, initialement, elle a été faite par le groupe des ORL de Sétif. Le groupe des ORL de Sétif qui rassemble les deux générations, en fait, l'ancienne génération et la nouvelle génération, tous ensemble pour des moments de convivialité, de partage de savoir, de connaissances, et de connaissances pas uniquement scientifiques, pas uniquement en ORL, même dans la vie, même dans le style de vie, même dans tout ça. D'ailleurs, on organise ensemble des voyages touristiques, on organise ensemble des voyages pour aller regarder des matchs de foot. Ça, la Coupe du Monde pour supporter l'équipe nationale, déjà, le docteur Kehal a fait déjà un projet. Donc, du coup, on est pratiquement soudés dans ce sens-là. Alors, dès la rencontre, c'est bien de se rencontrer parce que c'est l'échange et ça vous permet surtout de communiquer, vous qui êtes responsable de la communication. Exactement ça. Et c'est l'objectif essentiel de l'idée initiale, comme le professeur l'a bien expliqué. Une maison, j'aime bien dire que notre association, c'est la petite maison qui rassemble tout le monde. Rassemble tout le monde sur le côté sétifien entre les deux générations. Et ça nous a permis d'avoir ou bien de faire pas mal d'échanges avec les idées de la nouvelle génération et la vision de l'ancienne génération. Et cette diversité a vraiment créé une force. Et cette force a été créée ou bien a été vue sur le terrain avec les premières ententes de Sétif, les deuxièmes, les troisièmes. Et cette fois-ci, on a changé ou bien, pour bien expliquer, on voulait diversifier notre vision scientifique avec le premier master class en l'imagerie en ORL. Alors, je pense que pour vous, l'imagerie est très importante. C'est pour ça que vous avez lié la radiologie et l'ORL. Je pense que c'est ce qui a été, c'est votre objectif premier, c'est ça? Effectivement. C'est-à-dire l'idée, comment elle a germé, c'est que l'ORL n'est pas seul. Et la sphère ORL, tout autour, il y a le neurochirurgien, il y a le neurologue, il y a l'ophtalmologue, il y a le maxillofacial, il y a l'endocrinologue, il y a l'interniste, etc. Mais pour nous, un outil très important, c'est la radiologie. Donc la radiologie ne permet pas de poser uniquement le diagnostic, mais elle aide le chirurgien à tracer la feuille de route thérapeutique. Et du coup, c'est un allié incontournable. Et ce que nous avons remarqué, c'est qu'on a tendance à laisser cette multidisciplinarité. C'est-à-dire les médecins ne se parlent entre eux que par des lettres. Chers confrères, veuillez faire, s'il vous plaît, ceci, cela. Alors qu'un coup de téléphone, c'est plus de la chaleur humaine. Et surtout, c'est plus... Voilà, d'abord. Voilà, oui, ça, important. Et ça, c'est très important. Et après, c'est juste plus que la relation humaine. Il y a un malade, il y a un troisième être humain qui est entre nous pour expliquer la pathologie, ce que veut l'ORL, ce qu'il cherche et dans quel but. Et là, le radiologue compréhensif, il a les machines. Et l'outil également formidable, c'est l'évolution formidable de l'imagerie. C'est-à-dire, si on revient quelques années auparavant, d'ailleurs, on en avait parlé durant les présentations et le congrès, l'imagerie traditionnelle, les rayons X, etc. Maintenant, quand on voit la tomodensitométrie, le scanner, quand on voit l'IRM... Moi, j'ai pas tout compris. Ah le bon? mot, il est un peu compliqué. Ah bon? C'est Donc, la le scanner. tomodensitométrie, c'est le scanner. Voilà. Je m'excuse. Alors, donc, le scanner, l'IRM, l'imagerie par résonance magnétique, et là, il y a même d'autres techniques qui sont très importantes et qui aident à poser le diagnostic et à nous aider à aller la thérapie. Encore plus, il y a maintenant ce qu'on appelle la radiologie interventionnelle. Et on avait la chance d'inviter nos amis de Blida, le professeur Zerouel, qui est un excellent acteur algérien et qui peut aller par voie, lui qui est radiologue, aller emboliser une artère ou aller arrêter une hémorragie au niveau du cerveau ou clipper un anneau, etc., etc. Donc ça, c'était formidable. Et c'était ça le but, en fait, d'avoir les ORL, d'avoir les radiologues, un groupe d'amis qu'on avait sollicité qui ont répondu favorablement, que ce soit les nationaux, et c'est des compétences, que ce soit les internationaux, on était fiers de les accueillir dans ce beau pays, ils étaient émerveillés, et là, ça fait toute la fierté. Vous avez sûrement dû les emmener à Jmila, sûrement. Jmila, il fait froid, mais on n'a pas raté Boussaada. Et on n'a pas raté la Kabylie aussi. Cher à nos cœurs. On n'a pas raté ça. Alors, mes amis étaient présents, Saïd Belounis et Walidi Khalef, ils étaient présents. Ils m'ont envoyé ce petit reportage que je vous propose de suivre. Après, on essaiera d'apporter ce qu'on ne voit pas dans ce reportage.
masterclass. Donc c'est un masterclass, un cours supérieur pour des médecins, ce n'est pas des initiés, mais c'est des médecins confirmés. On a essayé de rassembler entre ORL et radiologue. C'est un cours supérieur et on a essayé de joindre l'utile à l'agréable. L'ORL a besoin du radiologue, a besoin d'imagerie pour voir, poser un diagnostic et surtout établir une feuille de route pour un traitement chirurgical ou autre. Et le radiologue également, il a besoin des informations que doit lui fournir l'ORL parce que c'est une anatomie très complexe et on fait sous la base du crâne. Donc on a essayé de rassembler les deux pour justement avoir un diagnostic précis et établir une feuille de route. Donc c'est une expérience nouvelle. Je pense qu'en Algérie, donc c'est la première fois qu'il y a cette connexion entre les radiologues et les cliniciens. Et le but, c'est d'approfondir nos connaissances. Même en tant qu'expert, on a toujours quelque chose à apprendre. Et surtout, de transmettre à la jeune génération cette façon de voir, cette façon de travailler. Donc notre expérience, l'expérience des radiologues. Spécialement, je vais présenter l'autospongiose laborendoscopique et surtout la corrélation avec la radiologie. Nous, en tant que cliniciens, en tant que chirurgiens, on n'opère pas comme ça. Il faut avoir un diagnostic. Ici, la radiologie a toute sa place dans le diagnostic de l'autospongiose. Donc je vais faire une corrélation entre préparation des malades, la radiologie, le scanner et qu'est-ce qu'on fait en chirurgie de l'autospongiose et comment on rétablit l'audition aux patients. فاحنا هنا المره دي جايين نقدم الجديد في مجالات الذكاء الاصطناعي واستخداماته وتطبيقاته في المجالات بتاعتنا بالاضافه الى عرض احدث ما توصل اليه جراحات الاذن بالمنظار. Moi je trouve que c'est très important pour les jeunes et les vieux parce que nous on a un petit peu oublié les petites choses et les vieux vont apprendre des nouvelles choses. Et je pense que c'est très important de faire des activités universitaires, scientifiques au niveau de toute l'Algérie. On a l'impression que c'est une photo souvenir qui va rester, qui va rester dans les mémoires parce qu'il y avait tous les amis de Sétif. Alors, quand vous revenez comme ça, que vous regardez les images, les deux, la question est pour vous les deux, qu'est-ce que vous vous dites là quand vous renvoyez les images? Parce que c'est terminé. C'est toute une fierté parce qu'on avait un objectif dès le départ. Et une journée pareille, ce n'est pas une organisation d'une semaine ou bien d'un mois. C'est un travail qui a commencé, ça fait plus de 9 mois. Plus, oui. Ou bien plus. C'est comme un bébé, ça met 9 mois pour ça. Exactement. Et cette journée et demie, ça a fallu 9 mois de préparation logistique, scientifique et tous les détails ou bien tout micro-détail, ça demandait du temps. Et une photo pareille, ça représente le soulagement. Une fierté et un soulagement. Parlons de la communication. Voilà. Parlons de la communication. L'objectif, beaucoup plus, la communication entre spécialités. Je voulais vous donner un petit exemple qui sort du concept. Par exemple, un médecin qui demande à un soignant faire une injection de tel médicament. Créer une confusion. L'aide-soignant, bien l'infirmier, il peut préparer cette injection, il peut administrer cette injection. Donc le moyen de communication permet de préciser quel geste on peut faire. C'est l'objectif beaucoup plus de ce genre de rencontre. C'est de simplifier le langage et de tracer des perspectives ou bien des moyens thérapeutiques. Et l'objectif, à chaque fois, on le dit, on le redit, c'est pour un patient, pour un être humain. C'est ça l'avantage. C'est vrai que ce n'est pas une machine qu'on doit serrer les boulons ou desserrer ou régler, c'est un être humain. C'est toute une responsabilité, c'est la responsabilité parce que le patient, il est entre nos mains et cette photo représente ce soulagement. C'est-à-dire, on a fait un petit plus pour cette société ou bien pour le patient essentiellement. Moi, je vous dis sincèrement, ce que j'ai aimé, c'est les générations qu'il y a. On a vu de très jeunes ORL et de très anciens. Là, cet amalgame
il ne peut que faire avancer votre association. Exactement, mais en plus, il y avait des radiologues. Oui. Et ça, c'est plus beau. C'est-à-dire, on avait dans la même salle des ORL, des radiologues. Et on prenait des thèmes. D'ailleurs, on avait dans le programme scientifique commencé par ce qui est basique, ce qui est anatomie de l'os temporal. Anatomie vue par l'ORL, le chirurgien, anatomie vue par le radiologue. Et là, l'ORL, il voit des choses que le radiologue ne comprenait pas. Le regard, il est complètement différent. Exactement, exactement. Et le radiologue, il voit sur la machine, quelle que soit. Donc, pour chaque maladie, il y a une machine qu'il va utiliser. Et il va utiliser cette machine pour asseoir le diagnostic, pour répondre aux besoins de l'ORL, qui, lui, va répondre aux besoins, aux doléances du malade, en fin de compte. C'est ça, en fin de compte. Donc, sous le même toit, on a rassemblé ça. Et l'ORL, elle est vaste. Ce premier module, on a commencé avec l'oreille et l'os temporal. Juste ça. C'est un océan. Hein. Même ça. Oui, déjà, parce que, je crois que j'ai assisté il n'y a pas longtemps aussi à Sétif sur une rencontre sur surtout l'ORL, le tympan et les osselets. Et les osselets. Les tympanoplasties, je pense. C'était en 2007. Voilà, je pense que c'était ça. Mais effectivement, c'est ça, c'est que ça. Et le rocher, c'est qu'à l'intérieur, il y a l'oreille. Et l'oreille, il y a l'oreille interne qui se décompose en deux parties. Il y a une partie qui est responsable de l'audition, il y a une autre partie qui est responsable de l'équilibre. Et l'équilibre et le vertige, si on ouvre ce débat, on ne va pas en terminer. C'est-à-dire, ce qu'on a sur le plateau, même si on fait des congrès, on fait des congrès. Je crois que la dernière fois, vous m'avez promis de me régler mon problème de vertige. Eh ben, je crois qu'on... Oui, on tient promesse. Pas encore. On tient promesse. Allez-y. Non, mais c'est vrai que là, on a l'impression... Bon, c'est vrai que la spécialité ORL est tellement vaste, mais c'est vrai qu'on règle, il y a des problèmes qu'on peut régler, comme surtout ce vertige. Mais oui. Qui fait partie, n'est-ce pas? Et puis c'est votre spécialité, je pense. C'est votre dada. On parlait tout à l'heure, en venant à Constantine, côté vertige et ses problèmes. La science avance et avance tellement rapidement. On avait avant un problème beaucoup plus d'exploration et de diagnostic. Et tellement la science avance rapidement, et c'était l'objectif parmi les objectifs de ce congrès ou bien de ce masterclass, c'est la place de l'intelligence artificielle dans l'interventionnel, ou bien dans l'imagerie, ou bien dans la médecine en général. C'est pour cette raison qu'on trouve le jumelage entre l'ancienne génération et la nouvelle génération. Et l'intelligence artificielle qui occupe actuellement une place très importante en médecine, qui pourra chambouler d'ici peu de temps. Déjà, vous savez, c'est une grande révolution. Là, alors, chambouler, c'est un petit mot, pour qualifier de ce que fait l'intelligence artificielle au service de la médecine. C'est impressionnant. Exactement. Mais oui. Donc, on est dans l'obligation de suivre ça. Et revenons côté vertige, dont le professeur est spécialisé côté vertige, on a actuellement plus de moyens pour explorer et pour trouver plus ou moins la certitude de ce problème-là. Et c'est un problème de santé publique. Mais oui, on s'aperçoit. C'est qu'avant, on ne voyait pas la chose parce qu'on n'était pas équipé. Il y avait une demande, il y avait une plainte des patients, mais les ORL, on n'était pas du tout équipés. Mais avec le temps, il y a quelques ébauches à Annaba, à Alger, à Constantine, à Sétif, à Oran, etc. C'est des gens qui se sont intéressés. La technologie, elle est là, même ailleurs en Europe. C'est-à-dire ils ont commencé à faire du matériel il y a une vingtaine d'années, pas plus. Et là maintenant, c'est-à-dire on a ramené le matériel, on a ramené l'expertise. Il y a beaucoup d'amis. Les derniers congrès, on a ramené beaucoup qui nous ont aidés. C'est ça qui est bien, c'est de ramener des experts d'autres pays pour partager leur expérience et faire avancer notre Exactement. C'est ce qu'on a fait. On a lancé des jeunes et on est derrière. Et justement, là maintenant, on est capable de diagnostiquer et de prendre en charge convenablement un patient vertigineux. Vous l'avez fait avec l'implant cochléaire qui a réglé beaucoup de problèmes pour soulager et surtout bien guérir de la surdité. Avant, c'était incroyable. Maintenant, on se bat pour une autre, on se prépare pour une autre bataille. C'est-à-dire, on a terminé avec l'implant cochléaire, c'est un acquis maintenant. C'est l'implant des troncs cérébrales. C'est-à-dire, je vous donne l'explication. C'est des patients qui nous viennent, qui sont sourds et qui nécessitent un truc pour entendre. Et normalement, c'est l'implant cochléaire. Mais pour une raison ou une autre, l'oreille,
elle n'est pas préparée Apte, pour recevoir cet implant cochléaire. Parce qu'il y a une malformation, parce que la cochlée elle est ossifiée, on ne peut pas introduire l'implant à l'intérieur. Et là, la technologie aussi de la médecine, c'est qu'on ouvre le cerveau, on va vers le tronc cérébral, c'est un petit peu compliqué, c'est le noyau de l'audition dans le cerveau. Et là, on va placer une piste juste comme ça et l'appareil de l'extérieur. Donc, ça se fait ailleurs, ça se fait le plus normalement. Chez nous, non. Pour l'instant, non. Il n'y avait que 2 expériences. Si c'est une nouvelle technologie, bon, c'est ça. Ah oui, c'est ça. Et on a parlé, il y avait notre ami de la Turquie qui nous a fait l'exposé. Eux, ils ont évalué ça à pratiquement 35 000, 40 000 euros. C'est de l'argent quand même. Hein. C'est pas évident. 35 000, comme 40 000. l'implant cochléaire, quand il a commencé, c'était très très cher. Mais maintenant, voilà, je pense le prix d'achat, on est à 10 000 euros, quelque chose comme ça. Et les hôpitaux sont équipés, la PCH, elle est équipée même dans le privé maintenant. La nouvelle aussi pour les malades, l'implant cochléaire, la CNASAT. Voilà, elle rembourse la partie externe. Donc, du coup, on est avancé sur l'implant cochléaire. Mais notre souhait, surtout avec nos amis hospitaliers universitaires, c'est d'aller vers l'implant des troncs cérébrales. Docteur Bedoul, et quels sont les autres thèmes qu'on n'a pas évoqués? Vous avez sûrement touché à d'autres... On voulait parler uniquement imagerie et ORL. Revenons à l'exemple de l'implant cochléaire. Disons qu'un malade qui est sourd, qui nécessite une implantation cochléaire. Avant d'arriver à ce point, il y a une partie très importante, ou bien la partie essentielle, c'est l'imagerie. C'est le scanner, c'est l'IRM qui détermine est-ce qu'il y a une indication ou il n'y a pas une indication, il y a une malformation, il y a une calcification. Ça peut aider l'ORL à ne pas trouver des surprises. Donc, imaginons qu'un patient, avec tout l'investissement pour un implant cochléaire, et dès qu'on ouvre, on trouve une impossibilité de faire un implant. C'est ce que je disais tout à l'heure, pardon, Wahid, voilà, la feuille de route. C'est-à-dire qu'un malade, il est sourd, on a fait des explorations fonctionnelles, on confirme cette surdité, audiométrie, potentiel évoqué, les ASSR, etc. Mais une fois programmée la chirurgie, on doit voir comment on va prendre, comme un GPS. C'est quelle est la route qu'on va emprunter, si on place l'implant, comment l'introduire. Et là vient le rôle des radiologues. Et on avait des présentations, on avait fait une séance, un thème particulier, rien que sur l'implantation cochléaire, les malformations de l'oreille interne, pour voir est-ce que ce malade est réceptif d'un implant cochléaire. Si oui, quel type d'implant, comment le placer, quelles peuvent être les complications, les risques durant l'implantation. Eh bien ça, si le radiologue ne nous donne pas ces informations, c'est que c'est comme un aveugle, on va entrer, Voilà. C'est qu'il y a une complémentarité entre vous deux. Effectivement. À vos deux spécialités. Entre toutes spécialités confondues. Par exemple, prenons le cas des otospongioses ou bien les cas des otites cholestéatomateuses. Parce qu'il y a des indications, je sais, c'est des termes un petit peu techniques pour vous. C'est très technique. Hein. Bon, aussi, j'arrive à percevoir à peu près ce que c'est. Mais après, bon, je me perds un peu. L'imagerie ne permet vraiment, ou bien elle a une place très importante dans la feuille de route thérapeutique. Et c'est l'objectif. Avant, on parlait de ça, mais lors du congrès, une communication, ça prenait peu de temps. Donc l'objectif de l'association cette fois-ci, garder le congrès national, plutôt le congrès annuel, pardon, comme chaque année le mois de novembre. C'est déjà bien. Bon. Et combler les vides par des masterclass. Et combler le vide par des masterclass. Et frapper là où il y a un manque. Ça veut dire, alors que maintenant, on ne va pas attendre l'année prochaine, mais il va y avoir des masterclass. Mais oui, déjà, ça c'est le masterclass, radiologie en ORL. Le premier module est passé, le prochain déjà c'est fixé, c'est le 2-3 avril 2026. Le troisième, c'est... Et c'est pas une blague, 1er avril. Non, c'est pas une blague. Non, c'est pas une blague. Je plaisante. Oui, tout à fait d'accord. Donc, le 2-3 avril, on va parler du nez, des sinus et de la base du crâne antérieur. Le troisième, on va parler du larynx, du pharyngolarynx. Et vous savez, le cancer du cavum, il est endémique en Algérie. Et ça pose un grand problème. Donc, ça va être le mois de décembre 2026. Et après, le 2027, on va consacrer à la thyroïde et les glandes salivaires. Mais ça, c'est un masterclass pour radiologie en ORL. Il y en a d'autres qui vont venir. Il y en a d'autres pour la chirurgie endoscopique nasocynésienne. Il y en a d'autres pour le vertige. Donc, sur le même modèle, c'est juste parce qu'il y a un vide, il y a un manque, et on veut rehausser le niveau. On veut atteindre un niveau supérieur. C'est pas nous, c'est pour toute la communauté algérienne. Voilà. Est-ce que je peux vous proposer un bien thème? sûr. Oui. Et c'est le ronflement.
Le renflement, oui. Tout à fait qui est un d'accord. problème. Mais alors là, Tout à fait d'accord, oui. Et une ça grande- mériterait quand même un Oui. masterclass. Je prendrai en considération. Ah, C'est ça- noté. C'est noté. C'est Donc, noté. l'exemple, il est vraiment bien concret. L'ORL, elle est tellement vaste. Oui, c'est ce Et qu'on on voit, peut ouais. parler Mais des la mois et des surdité années. de- La du surdité, ronflement, la du- voix, oui, ouais. Le goût, la voix, l'odorat. le goût, l'odorat. Mais oui. Et Mais oui. Mais là, vous avez un bon client. Alors, je ronfle, j'ai un problème de la reine. Puis, des patients, monsieur Smail. Hein? Vous êtes un patient, vous n'êtes Oui. pas un client. Oui, bon, je dis client. Parce que, Ouais, voilà. Oui, mais vous avez un patient à prendre très au sérieux. Oui, Mais c'est vrai que Exact. bon, là, l'exercice professionnel fait que l'on a plusieurs maladies, puisqu'on met à rude épreuve certaines parties de nos corps. Ah, voilà. Alors, comment peut-on terminer, parce que là on arrive à la fin, il reste quelques minutes, je ne sais pas, bon, déjà on s'est projeté vers l'avenir avec Oui. les masterclass Exactement. thématiques pour Shell, voilà. Très proche. Sinon, vous avez déjà fait le bilan ou pas encore? Le bilan de ce premier Ouais. module, oui, normalement, plus de 300 participants. La technologie à la disposition, on était en live. En live, les réseaux sociaux, c'est-à-dire, il y a des amis, ça c'est pour l'anecdote, qui m'appellent d'Alger. On est dans un grand congrès, c'est-à-dire pan-arabe, c'est pas la peine de citer. Oui. Mais les ORL qui étaient là-bas étaient plus branchés sur le live de notre congrès, parce qu'il y avait des trucs très intéressants, que d'être en présentiel physique sur l'autre congrès. Donc du coup, voilà, donc ça nous encourage à aller plus loin et à faire plus pour la spécialité, pour les ORL, pour l'Algérie Docteur aussi. Mulder? Moi, je vais projeter sur les mois à venir, le mois d'avril. D'abord, déjà. C'est dans peu de temps. Il y aura, dans le même concept, mais Ah oui, on a fait la un point relation encore. entre la médecine de travail et l'ORL. Il y a un congrès qu'on organise en collaboration avec la Société Oui, ça, c'est un algérienne de autre médecine, congrès. Le mois de, d'avril médecine aussi, de toujours, travail. Je crois on va élire domicile assétif. Donc, c'est ça l'idée, c'est de rassembler la majorité ou bien différentes spécialités autour d'une table. La médecine du travail, elle est tellement vaste, Eh oui. elle est multidisciplinaire, elle touche à tout. Cette fois-ci, on va parler uniquement ORL en médecine de travail. Et pourquoi pas, probablement, les problèmes de dysphonie, par exemple, pour vous journalistes, pour les imams. Est-ce que c'est une maladie professionnelle ou Bah, non? C'est une maladie professionnelle. Ça gagnerait parce que là, on a un problème quand même de dysphonie. Mais oui, bah, mais oui. Voilà. Fréquemment et régulièrement, au point que ça devient chronique. J'espère qu'on ne va pas être chassé par votre directeur. Hein, parce que là, parce que ce qu'on a. Bon, il faudrait déjà reconnaître que c'est une maladie Exactement. d'abord, due à l'exercice professionnel. Exactement. C'est ce qu'il faudrait. Exactement. Là, on va se battre avec vous. Vous aurez quand Eh même ben, tous les commentateurs eh ben, et tous merci. les journalistes derrière vous. Eh ben, merci. Donc, il y a la dysphonie dysfonctionnelle, il y a les surdités professionnelles, il y a les cancers de l'ethmoïde professionnel, etc. Donc, on s'est rapproché des radiologues. Maintenant, c'est avec les médecins de travail pour justement faire discuter de tout cela et voire même sortir avec des recommandations pour les indemnisations, pour l'aménagement de postes pour certains fonctionnaires dans leurs travaux qui sont vraiment lésés par la pathologie dont ils sont exposés. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir fait le déplacement de Sétif très tôt le matin. On demande hein, toute l'équipe demande des excuses aux malades qui vous attendent. Merci. Parce que je sais que vous avez des interventions à faire. Merci. Messieurs, excusez-nous, mais bon, ça fait partie du boulot que de médiatiser les rencontres scientifiques pour justement faire des émules. Merci, messieurs. J'espère, de toute façon, vous avez un soutien total pour la rencontre avec les médecines du travail. Oui, On viendra. vous êtes invités. Ah oui, oui. C'est bon, le 9-10 avril à Sétif. Très bien, très Inch'Allah. bien. Donc, Inch'Allah, on coule Inch'Allah. parce que c'est très important pour nous. Regardez, vous savez, Effectivement. Oui, la voix, Exactement, oui, c'est ça. Oui, ça veut dire qu'on doit traiter cette maladie. Exactement. Merci Merci à vous, monsieur Smail. et merci, messieurs. Merci beaucoup. Vous savez ce que je vais vous offrir? Oui. J'ai l'habitude d'offrir une chanson. Et là, Mais là, comme le mauvais temps revient, Oui. j'ai de très belles images que m'a envoyé mon ami Walid Irlef de Sétif sous la neige. Sous la neige, C'est un oui. peu pour... Allez, appeler Sétif appeler la neige à revenir à Sétif, ben mais oui. pas seulement à Sétif, dans toute la dans région. toute la région, tout le pays. Allez, Inch'Allah. petite balade sétifienne Sous avec la ces neige. belles images de la neige d'il y a quelques jours. Oui. Il y a à peu près une quinzaine de jours, il y avait de la neige. Et on a gardé les images, c'est toujours beau à voir. Ouais.
appelle à la neige pour revenir. J'espère qu'elle sera là dans les prochains jours, d'autant plus qu'il fait très froid ces jours-ci. Allez, j'ai le plaisir de recevoir Madame Bourlot Halima, qui est directrice de l'INATA, l'Institut national de nutrition, d'alimentation et des technologies agroalimentaires. Très bien. Voilà, bravo Big d'abord. L'habitude de vous recevoir pour nous donner des conseils dans l'alimentation, nutrition. Là, c'est pour nous parler de ce deuxième congrès international. Alors, l'année passée, c'était une thématique. Une thématique, c'était l'année passée. D'abord, bonjour. Bonjour tout le monde, bonjour Smaïn, bonjour à tous les téléspectateurs. Donc, c'est vrai que cette édition, c'est la deuxième édition. L'année dernière, c'était beaucoup plus sur les filières stratégiques de l'Algérie, comment développer les filières stratégiques de l'agroalimentaire et de l'agriculture et la souveraineté alimentaire. Et cette année, c'est la deuxième édition, et c'est une édition qui est beaucoup plus, on va dire, consacrée à la relation entre notre alimentation, les changements de nos habitudes alimentaires et notre santé. C'est vrai que ça a une relation immédiate, une bonne alimentation. Maintenant, depuis quelque temps, les médecins disent votre santé, elle est dans votre assiette. Oui, effectivement. Donc, si on doit voir maintenant le développement de différentes maladies, ces maladies qu'on appelle les maladies non transmissibles, la plupart du temps, ce sont ce qu'on appelle des maladies métaboliques. Elles sont directement liées à notre alimentation et à notre style de vie, on va dire. Le changement de nos habitudes alimentaires, le changement de nos activités. Donc, ça a conduit à différentes maladies qu'on retrouve, qu'on n'avait pas, même s'il y en avait, mais ce n'était pas autant. C'est vrai que maintenant, c'est la voie ouverte à des maladies extraordinaires. Alors, vous avez axé votre congrès sur 3 thèmes principaux. C'est ça. Oui, donc le congrès a été axé sur 3 thèmes vraiment qui sont liés l'un à l'autre quand même. Donc le premier volet, c'est de voir un état des lieux, la situation de notre alimentation et des changements de nos habitudes alimentaires. Donc ça, c'est l'axe principal. Le deuxième axe, c'est beaucoup plus quels sont les aliments fonctionnels. Donc c'est, on va dire, c'est comment développer, comment améliorer, comment donner et innover dans la formulation de produits fonctionnels, d'aliments fonctionnels. Et quand on parle d'aliments fonctionnels, ce sont des aliments qui vont apporter un plus nutritionnel, plutôt nutritionnel et sanitaire aussi, et santé. Et le troisième axe, qui est aussi un axe vraiment d'actualité très important, et vous avez vu tout à l'heure, c'est l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé. L'intelligence artificielle, maintenant, on la retrouve partout et on est obligé de suivre. Sinon, je crois qu'elle s'impose, l'intelligence artificielle. Elle s'impose. Et puis vous avez une nouvelle version qui vient juste d'être créée, que vous allez découvrir dans quelques temps. Ça s'appelle Mongo et vous allez voir, c'est encore une autre évolution. Oui, justement, donc c'est comment utiliser et comment, on va dire, créer des réseaux pour travailler. Donc il faut que ce soit des équipes pluridisciplinaires. Comment utiliser justement cette intelligence artificielle dans la prédiction, dans l'optimisation des procédés, dans, on va dire, le développement de certains modèles ou de comportements alimentaires, etc. Donc ça, ce sont les 3 axes principaux de ce congrès. Alors moi, j'étais présent à la séance d'ouverture et nous avons baladé notre micro un peu partout et vous allez voir que les interventions sont très intéressantes. Avec l'INATA, nous avons bien sûr initié pas mal d'actions, entre autres un aspect très important et un domaine très important, celui des probiotiques et sa relation avec les maladies métaboliques. Et nous essayons bien sûr à travers cette thématique d'aborder pas mal de questions liées à la santé et l'alimentation. L'obésité aujourd'hui, c'est un problème international, pas uniquement national. Il y a un nombre important et le danger, c'est que l'obésité aujourd'hui, elle est considérée comme une maladie, même en Algérie. Ce n'est plus
un signe de bonne santé ou un signe d'aisance ou un signe... Voilà. Mais aujourd'hui, c'est une maladie chronique qu'il faut prévenir, dépister et la prendre en charge. Et je pense là, il faut deux éléments clés justement pour prévenir l'obésité. Un, c'est l'alimentation saine et équilibrée. Deux, l'activité physique régulière. Aujourd'hui, on est dans un congrès qui parle de la nutrition et d'ailleurs, je suis là pour ça, pour faire un plaidoirie pour la nécessité d'un plan national de nutrition, justement pour freiner la progression de l'obésité en Algérie. Et lorsqu'on parle d'obésité, ce qui nous fait peur, ce n'est pas uniquement l'aspect extérieur donc de la personne, mais c'est surtout le risque de survenue de complications plus tard. Je dirais le diabète, par exemple, 70% des malades qui sont en situation d'obésité risquent de développer un diabète, l'hypertension artérielle, les maladies du foie, par exemple, aujourd'hui la MASH ou la MASLD, les autres maladies, certains cancers. Aujourd'hui, il y a au moins 13 cancers qui sont directement liés donc, à l'obésité. Donc, si on veut réellement prévenir toutes ces maladies et réduire les dépenses de santé, il faut agir précocement. Déjà chez l'enfant, le petit enfant. Je viens de l'université du CHU de Liège en Belgique et ce qui est important c'est en fait d'adhérer en fait à un régime qui est votre régime, qui est le régime méditerranéen. Et c'est dans le régime méditerranéen que l'on trouve ces fameux antioxydants. Alors leur utilité c'est de contrebalancer les effets néfastes de l'oxygène. En fait nous respirons, nous avons besoin d'oxygène. C'est un élément important parce que ça nous apporte de l'énergie, mais l'oxygène a un côté oxydant et donc nos graisses s'oxydent. Prenez du beurre, si vous le laissez sur la table, le beurre il rancit. Bien, nos graisses, elles rancissent aussi. Notre ADN s'oxyde et tout ça, c'est impliqué dans le développement des maladies cardiovasculaires, des cancers, des diabètes, des maladies neurodégénératives. Et donc pour contrebalancer cet effet toxique de l'oxygène, on a besoin d'antioxygènes ou d'antioxydants que l'on trouve essentiellement dans notre alimentation. Moi, je suis biochimiste avec une spécialisation en immunologie. Alors que quand on parle de l'immunologie, c'est comment l'organisme se défend contre un certain nombre de maladies. Alors, cette conférence qui parle de l'état nutritionnel, m'a beaucoup intéressée parce que quand on a une bonne santé nutritionnelle, on a une bonne réponse immunologique, donc l'organisme se défend mieux en cas de maladie. Bon, moi je vais présenter beaucoup plus sur la nutrition et la santé. Et de façon spécifique, je vais parler de quelques facteurs qui peuvent influencer la survenue de la malnutrition aiguë chez les enfants de moins de 5 ans. Et aussi, quel est l'état nutritionnel des enfants de moins de 5 ans au Burkina Faso. Et aussi, on a un concept au Burkina qu'on appelle ANGE, qui est l'allaitement du nourrisson et du jeune enfant. Voilà, c'est tout un processus qui permet à une mère de donner de façon exclusive le lait maternel à l'enfant. Et moi, je veux écrire un projet allant dans ce sens pour montrer que donner du lait maternel exclusivement à l'enfant avant l'âge de 6 mois est très important et ça peut permettre à l'enfant d'avoir un bon développement et une vie épanouie dans le futur. Oh, it's my pleasure to be here in Algeria. This is my second time in Africa, but the first time in this country, and I really appreciate the invitation of the organizers. And I am the chemist working with biopolymers at the Polish University. I come from Torun, from the Nicolaus Copernicus University, and within my research I deal with biopolymers used for the packaging of food. That's why I found this conference very interesting, because it is devoted for the foods application, food safety, and it is strictly connected with my research topic. So I appreciate and I hope that I will find co-workers, collaboration with Algerian people, Algerian scientists, and we will find something to join our research together. دي زيتيديون نهزوا دي زانفورماسيون عليه ومعلومات ونزيدوا نطوروا من رواحنا
وبالاخص زادوا جابوا لنا دي بروفيسور يعني من الخارج، مثل كاين دي بروفيسور من طليان ومن بوركينا فاسو، تسمى بيان يعطيونا دي زانفورماسيون ملاح. بارابور لي انا كوم انا ايتيديانت جور بريميرمون جور حندير دي كونيسونس ميم سا جور نحس بلي حيعاوني بيا في ستارت اب اللي حنديرو ميم سا بارابور لي زيتيديون الاخرين جور حيعرفوا حاجات ياسر ميم سا حيديو دي زيكسبيريونس بارابور كاين دي زونتربريز ياسر ميم سا جور كاين جور جاو من دي بيي ديفيرون جور نشوف بلي شاك ايتيديون هنا شغل تكون انتريسي بالدومين اليمونتير جور حتدي دي زيكسبيريونس ميم سا حتدي دي زيدي حتقدر ديفلوبي من روحها ياسر. Voilà, donc des images sur une rencontre. Eh bien, on a tenu aussi à faire parler le maximum de personnes, de gens, les participants, mais aussi les étudiants. On a eu un peu, quand vous écoutez, parce que vous n'étiez pas présente avec nous là, quand on faisait et quand vous écoutez, on sent quand même que la rencontre a été très intéressante, parce que vous avez évoqué plusieurs aspects de la nutrition, de la santé, de l'allaitement. Il y a beaucoup de sujets et très, très intéressants. Oui, c'est l'intérêt de ces congrès, c'est l'échange. Parce que c'est vrai que chaque université, chaque pays a sa propre expérience dans la nutrition. Donc nous, on travaille, c'est vrai, l'INATA, c'est un pôle de l'agroalimentaire et de la nutrition au niveau du pays, donc au niveau national. Mais il est toujours intéressant d'avoir l'avis des autres, ou la recherche scientifique, où est-ce qu'elle est. Parce que c'est vrai, nous, on travaille, ce sont nos partenaires, on va dire. Je sais que vous travaillez avec plusieurs universités. On travaille avec plusieurs universités, donc on a vu, il y avait des Italiens, il y avait des Belges, il y avait des Polonais, il y avait des Tunisiens, il y avait du Burkina Faso, donc ce sont nos partenaires. Et il est toujours intéressant d'avoir leur expérience, d'enrichir le débat, parce que c'est vrai que les thématiques, ça parlait toujours de la nutrition, mais la nutrition, c'est un domaine très très vaste. C'est-à-dire qu'on est parti de l'allaitement maternel jusqu'à l'effet du stress quotidien sur notre organisme et l'apparition des maladies, en passant par l'obésité, en passant par les changements des pratiques alimentaires, en passant par l'intérêt de l'activité physique et son impact. La nécessité, je dirais pas, c'est plus l'intérêt, c'est pas l'intérêt, c'est la nécessité de l'activité physique donc, sur notre santé. Donc ces différentes thématiques qui vraiment, on a vu à travers des conférences de très haut niveau, à travers des communications, donc des travaux de recherche. Et on a vraiment une recherche très très riche en Algérie dans ce domaine-là. Malheureusement, elle n'est pas très médiatisée. Bah, donc ça reste justement, ça reste toujours dans le domaine privé des universitaires. Mais on aimerait bien que ces résultats-là soient connus, donc c'est vrai que soit médiatisé beaucoup plus. On fait des publications internationales, mais ça reste toujours dans le domaine de l'université, de la recherche scientifique, et c'est un peu restreint. Et c'est parce que ça reste chez les spécialistes. Oui, alors qu'il faudrait la vulgariser pour la mettre à la disposition du Kidem, des mortels, le simple citoyen qui doit comprendre ce qu'il a. Par exemple, le professeur qui a évoqué le plan, la stratégie pour lutter contre l'obésité, surtout au vu de ce qu'il y a dans les fast-foods. Parce qu'on mange comme... je ne vais pas dire... Mais là, il y a un problème d'obésité dans notre société. Oui, le professeur Tabaibia, il a donné une conférence de très haut niveau. C'est un plaidoyer pour pour un plan national de nutrition, parce qu'il n'existe pas, on est presque le seul pays qui n'a pas un plan national de nutrition. Donc c'est pourquoi, parce qu'on voit les changements de nos habitudes alimentaires, on voit les changements de nos comportements donc au quotidien, et on voit
alors je vais vous donner juste un petit exemple, des études qui donnent que plus de 40% des femmes sont obèses, de plus de 30 ans sont obèses. C'est beaucoup, plus de 40%, ça veut dire que, et il vous a dit que... Ça approche à la moitié. Oui, c'est presque la moitié. Et plus, ça, c'est à partir de l'âge de 40 ans. Quand on va vers l'âge de 50 ans et de 60 ans, on a plus de 60% qui sont en état d'obésité ou bien en état de surpoids. Donc, ce sont des chiffres qui font peur. Parce que quand on parle d'obésité, ce n'est pas, comme il vient de le dire, ce n'est pas l'apparence extérieure. Parce que l'apparence extérieure, il faut s'accepter, ça n'a rien à voir avec l'esthétique. C'est l'apparition des différentes maladies. Et il a parlé d'une relation directe entre l'obésité et une quinzaine de cancers. Oui, on a maintenant les recherches, ou la recherche scientifique a prouvé la corrélation entre la prise de poids, l'obésité, l'apparition du diabète, c'est-à-dire une personne obèse, à 70%, elle va développer un diabète, la maladie cardiovasculaire, l'hypertension, l'apparition de certains cancers. Donc, la corrélation, elle est là, elle est confirmée. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit travailler en amont pour faire, on va dire, la première des choses, c'est l'éducation nutritionnelle. C'est-à-dire que... Et là, oui, ça commence déjà à l'allaitement. Oui. Et même, certains de vos intervenants parlaient de la maman déjà, avant même la naissance, son comportement alimentaire a des effets sur le bébé avant sa naissance. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que la maman, à travers son état de santé, va influencer l'état de santé du bébé. Après, c'est la pratique de l'allaitement maternel. Maintenant, on voit des chiffres qui font peur parce que la majorité des femmes n'allaitent plus, ou bien même si elles allaitent, il n'y a pas d'allaitement exclusif. C'est vrai, parce qu'on parle dépassé, les 2 ans d'allaitement, je crois que c'est très rare en ce moment. C'est très rare d'allaiter jusqu'à 2 ans, même c'est très rare d'allaiter jusqu'à 1 an. Et maintenant, ce qu'on est en train de demander, c'est l'allaitement exclusif, c'est-à-dire de ne pas introduire d'autres aliments avant 6 mois. Introduire le biberon, ou bien le lait, on va dire maternisé, le lait commercial, c'est parmi les facteurs les plus importants pour le développement aussi après de différentes maladies et même l'obésité. Donc on voit même chez les enfants, on voit le développement de l'obésité. Donc tout ça, c'est l'éducation nutritionnelle des mamans avant, des enfants scolarisés pour justement l'intérêt d'avoir une alimentation saine, une alimentation équilibrée, d'éviter justement le grignotage, d'éviter l'alimentation. Manger à n'importe quel moment et manger n'importe quoi. Voilà, il faut justement, dire simplement. Simplement. On va voir maintenant nos enfants, quand ils rentrent à la maison, c'est soit le téléphone, soit la télé. Il est en train de grignoter. Il ne joue plus comme avant. Oui. Il n'y a plus de jeux, donc il n'y a plus d'activité physique. Les enfants, on les prend la voiture, la maison, l'école, maison. Et donc les enfants n'ont pas le temps d'avoir cette activité physique pour dépenser leur énergie. Oui. Et en plus, ils sont en train de manger plus qu'avant. Donc ça, c'est chez les enfants. On voit aussi dans notre quotidien qu'il n'y a plus une diversification dans notre alimentation. C'est-à-dire on va beaucoup plus vers ce qui est simple. Rapide. Et rapide. Oui, donc, surtout. Ça aussi. Alors que, on l'a dit, vous l'avez dit plusieurs fois sur nos plateaux, c'est que le régime méditerranéen est quand même assez intéressant à suivre et même nos plats traditionnels ne sont pas tout à fait contraires à la bonne nutrition. Oui, oui. Le régime méditerranéen, il est inscrit au patrimoine mondial. C'est comme parmi les meilleurs régimes au niveau mondial donc, par rapport à la santé parce qu'il est basé sur quoi? Il est basé sur les fruits et légumes, il est basé sur l'huile d'olive à la place du beurre, donc c'est de l'huile d'olive, et surtout la richesse par rapport aux fruits et légumes. C'est ce qu'on est en train de... on est en train de s'éloigner de ce type d'alimentation. Mais même notre alimentation traditionnelle est très riche. Les légumineuses, c'est très important dans notre ration alimentaire. Malheureusement, maintenant, quand on parle de légumineuses, c'est le repas du pauvre. Non, mais ce n'est pas le repas du pauvre. C'est au contraire. C'est le repas de quelqu'un qui est en bonne santé. Et surtout, quand vous parlez de pois chiches à Constantine, c'est quand même intéressant. Oui. Voilà. Donc, les légumineuses ils ont aussi leur importance dans le régime alimentaire. Donc, la diversification
surtout se baser sur les fruits et légumes, les légumineuses, donc les produits d'origine végétale. C'est très important. J'allais vous parler aussi de, oui. la conférence du professeur Penzmeil. Il a parlé aussi de l'intérêt des agents antioxydants. Et là, on est en train de travailler tous sur ces agents antioxydants. C'est quoi un agent antioxydant? Voilà, il faut expliquer. Il faut expliquer. Donc, on sait très bien que notre organisme, donc il y a différentes réactions pour avoir son énergie. Et le stress quotidien, donc le stress quotidien, l'impact donc engendre des réactions bien spécifiques. La pollution, il y a des facteurs environnementaux. Il y a des facteurs environnementaux et il y a des facteurs internes donc à l'organisme. Il y a la création de ce qu'on appelle des radicaux libres. Ces radicaux libres, s'ils ne sont pas traités par l'organisme ou bien par ces agents antioxydants, ils vont provoquer des maladies comme par exemple, il va y avoir des cancers, il va y avoir, tout à l'heure il a parlé de la méthylation de l'ADN. Quand on parle de la méthylation de l'ADN, c'est, on peut dire des déformations, on va créer... Ça veut dire qu'on va déformer à la base. À la base, et oui, ça peut justement, ça peut conduire justement à l'apparition de certains cancers. Comment on se protège de ces radicaux libres? C'est en mangeant les fruits et légumes colorés. On parle toujours de la couleur comme si la couleur, c'est juste... Oui, c'est intéressant. C'est toujours... Parce qu'on est là dans la période des agrumes. Donc, oui, donc les fruits et légumes, c'est-à-dire qu'on a besoin de ces produits-là qui sont colorés. Pourquoi colorés? Parce qu'ils contiennent des polyphénols, ils contiennent des anthocyanes, ils contiennent... Donc il y a différents composés qui vont agir comme agents antioxydants. Donc, on connaît que la vitamine C ou bien la vitamine E qui sont aussi des agents antioxydants, mais les polyphénols, on a plus d'un millier de produits et de composés qui peuvent agir dans l'organisme et on en a besoin pour lutter contre ces radicaux libres. Ça veut dire tout ce qui est coloré, ça veut dire que orange, mandarine, carottes, tomates, oui, les aubergines, tout ce qui est fruits et légumes colorés, et chaque couleur, elle contient un composé phénolique spécifique dont l'organisme a besoin. Et ça aide à déstresser. Et ça aide à éliminer les radicaux libres. Ce n'est pas déstresser dans le sens Dans le sens déstresser. Non, ce n'est pas déstresser. Quoi qu'il y a certains aliments, quand on les prend, on sent un peu des... Oui, je ne sais pas, ça remonte le moral. Ça remonte le moral. C'est vrai qu'il y a des aliments... Oui, il y a des aliments qui remontent le moral. Par exemple, il y a des aliments qui contiennent, par exemple, un acide aminé, le tryptophane. Le tryptophane va rentrer dans différentes réactions pour produire une hormone qui va agir sur le stress, qui va déstresser. Oui, c'est vrai que certains aliments, les fromages par exemple, le chocolat, donc ça aide aussi à déstresser. Le chocolat noir. Alors, voilà, chocolat noir. Le chocolat noir. Donc, le chocolat noir pour éviter le sucre. Donc ça, c'est vraiment des choses de base qu'on peut adopter facilement et qui vont avoir un effet sur notre santé. Alors revenons sur cette rencontre, bon, elle est terminée, vous avez pas encore fait de bilan, mais sinon, on sort quand même très enrichi de ces conférences. Est-ce que vous avez réfléchi à faire publier, par exemple, les travaux, enfin synthétiser les communications qui ont été faites? Ça serait bien pour les mettre à la portée de tout le monde. On le dit, c'est très important. Oui, c'est très important. Donc nous, on est un petit peu... Donc pour la publication scientifique, donc, on a vu avec une revue nationale, mais elle est de renommée internationale, donc c'est qui va faire la publication de la majorité ou bien de la majorité des résumés, des communications qui ont été présentées, mais également on compte faire des journées de sensibilisation et de vulgarisation tout au long de l'année pour que l'information soit la plus simple possible au profit de la société et pas uniquement de la communauté scientifique. Très bien. Alors, un mot avant de nous quitter, parce qu'on se procède déjà vers peut-être le prochain congrès, ou vous voulez dire quelque chose juste, parce que là, on arrive à la fin. J'allais juste continuer aussi sur les aliments fonctionnels et l'intérêt de ces aliments fonctionnels qui sont enrichis en antioxydants, qui sont enrichis en probiotiques, parce qu'on parle beaucoup de probiotiques et prébiotiques aussi. C'est des aliments maintenant
le microbiote intestinal, on dit que c'est le deuxième cerveau de l'être humain parce qu'il a un impact important sur notre santé et notre comportement. Donc, ces aliments-là, il faut vraiment favoriser ou bien encourager la recherche dans ce domaine. Et l'INATA, c'est parmi on va dire les laboratoires de recherche où vraiment la recherche dans ce domaine, elle est bien développée. On vous souhaite bon courage, parce que c'est déjà du boulot que de travailler, de réfléchir, de trouver des thématiques. Et puis surtout, quand vous avez deux volets, le volet nutrition et le volet technologie, la prochaine fois, on parlera de fromage. Ça sera meilleur. Ça sera meilleur pour nous. Le fromage, il est toujours toujours présent de nos traditions. Et l'Algérie, c'est un pays de fromage, malgré que des fois, Ngolo, non, on n'a pas des traditions de fromage, mais c'est vrai qu'on a recensé jusqu'à présent, on a recensé plus d'une dizaine de fromages traditionnels algériens, typiques de toutes les régions de l'Algérie. Donc, c'est un pays de tradition fromagère. Inch'Allah, Inch'Allah. On aura d'autres occasions, Inch'Allah. Professeur Bourlot Halima, merci de nous avoir fait le plaisir de venir ce matin. Moi, je vais vous offrir une chanson. C'est une chanson pour vous accompagner, pour vous aider à préparer le prochain congrès, Inch'Allah, avec beaucoup de thèmes qui seront tout aussi différents et divers, mais tout aussi intéressants. Je vous offre Aweb Dia, c'est un hommage au Cheikh Allah Yarhamou qui nous a quittés il y a à peine une semaine. Et c'est toujours, c'était sa dernière chanson enregistrée avec la station régionale de Constantine. C'était au mois de mars, je crois, passé. طيبة ضوات الله الله في الأرض يرى رمى يا الله يا الله يا الله الله في الأرض يرى هو المشفع في العصاة الله الله يوم القيامة قيامة يا الله يا الله الله شفيعنا يوم الزحام الله الله الهادي الممجد يا الله يا الله الله صلوا على مقتدر الله الله يا ذو الجلال يا الله يا الله الله ليلة نزولي في القبر الله الله تبت سؤالي يا الله يا الله الله الجنة قصار يا الله الله ويكون علي يا الله يا الله الله ويكون في الجنة حقيق الله الله بين الرجال يا الله يا الله الله عبد عاصى
الدنيا دولال الله الله انا مدلل يا الله يا الله الله والناس يراوليك الهلال الله الله هدايوها يهلل يا الله يا الله الله والناس صار لي في الدنيا زوال الله الله اترك وزل يا الله يا الله الله شفيعنا يوم الزحام يا الله الله الهادي المومى اجد يا الله يا الله الله Il nous a quittés, il a laissé un lourd héritage. J'espère que les jeunes générations prendront le relais pour perpétuer la musique andalouse à travers les générations. Voilà, on parlait de cinéma dans cette dernière partie. J'ai le plaisir de recevoir deux amis. Bon, j'ai toujours reçu deux amis, vous allez me dire que tu ne reçois que des amis, mais Allah alam, s'ils font l'actualité. Hakim Bekkar, marhaba bik, d'abord, merci d'être là. Bonjour Ismaël. Ça va? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yaoulounis, marhaba bik, merci d'être là. Merci beaucoup pour l'invitation, c'est toujours un plaisir de... Bon, le plaisir, il est vraiment partagé, parce que là, on va partager un petit moment ensemble pour parler de cinéma et de panorama de cinéma. Alors, Hakim, le panorama revient à Constantine? Vivement. Vivement, alhamdoulilah. Vivement, alhamdoulilah, parce que était temps que ce festival, ce rendez-vous revient sur la ville, sa ville natale. Sa ville qui a été un peu orpheline de son absence? Oui, parce que dans les années 80, je crois que la première édition c'était en 84. 83, et puis 84 et puis 86, donc les trois éditions. Constantine était capitale du cinéma, donc c'était le premier et le plus ancien festival du cinéma en Algérie. Il y avait du cinéma. Seulement 2 salles, mais il y avait du cinéma. Plus de salles, non? 3 salles, cinéma. Les salles de Constantine. Non, il y avait les salles. Mais l'organisation, elle était dans 2 salles. Voilà. À la Cinémathèque. Cinémathèque, les 2 cinémathèques, Nasser et Serta, et Maison de Culture, le Khalifa. C'était les 3 salles de cinéma. Que la diffusion était sur les films. Et puis, il y avait beaucoup d'hommes de cinéma, de cinéastes, de grands cinéastes, de comédiens, des acteurs, de producteurs. Il y avait les avant-premières mondiales. Les avant-premières mondiales, il y avait le film Le 6e jour de Youssef Chahine. Oui, qui a été projeté. Il y avait une avant-première mondiale. C'était à l'honneur de Constantine. Aussi l'avant-première mondiale du film, c'est la dernière image de notre grand Hamina. Il y avait Goussa Gavres, il y avait Rachid Boucherb avec ses débuts dans le cinéma. Il y avait Mohamed El Malas de la Syrie. Il y avait les Tunisiens, les grands cinéastes. Il y avait du cinéma, il y avait des films. Oui, je me souviens bien qu'on a reçu des sommités ici à Constantine. Mais alors, maintenant, en tant que, je ne sais pas, en tant que cinéphile d'abord, parce que là, allez, on va dire en tant qu'artiste, je préfère le statut HEDA, c'est mieux que cinéphile ou comédien, parce que artiste c'est complet. Alors, vous avez émis un vœu, et je crois que les plus hautes instances vous ont écouté, et la visite de la ministre de la Culture à Constantine la semaine passée est venue dans le relais pour justement relancer, non pas seulement le panorama, mais d'autres festivités, d'autres activités, d'autres... C'était pas un simple vœu, c'était pas par hasard. Oui, bien sûr. On avait bien préparé le dossier, on avait bien préparé l'UNIS, on était un groupe. l'UNIS,
Karim Boutchiche, Ali Issaoui, Jemal-Dil Hazorni, tout le monde. On avait un groupe et on avait aimé que ce festival revient. Et c'était pendant 3 ans. Et nous travaillons sur ce dossier. Et puis, il y avait la venue du président, de monsieur le président, et c'était là. Hakim a eu pour dire ce que tous les Constantinois souhaitaient, et ça a marché, alhamdoulilah. Donc c'est quand même, voilà, c'est un travail, il faut dire, c'est pas spontané, c'est un travail, vous avez élaboré, c'est ça l'UNISP. Bien sûr, mais je veux dire que le panorama, c'est un peu l'aboutissement. Il y a un travail qui a été fait, les cinéphiles, les artistes, les gens qui ont à cœur la ville de Constantine, l'activité culturelle en général à Constantine, n'ont jamais cessé d'activer, de bosser, de se battre pour la ville. Il y a eu plusieurs activités. Spécialement dans le domaine du cinéma. On venait régulièrement couvrir les activités à la cinéma. On a eu des avant-premières, on a eu des projections, des débats. Ça veut dire que le noyau était encore là, il vivait. C'était pas une coupure. Toujours du cinéma. Avec Hakim, on a assuré la 3e édition des journées Ciné-Sirta, Cinéma et Mémoire. Ça a très bien marché, beaucoup de monde. Et puis on avait aussi, avec le comité culturel de la Piche de Constantine, créé le premier festival de documentaire. Exactement. Documentaire. Donc on avait cette vie, on n'a jamais cessé de faire d'aimer le cinéma et de voir la possibilité de voir le panorama. C'était toujours le panorama parce que le panorama. Mais l'ambition c'était ça. Le but c'était ça. C'était une histoire inachevée. Donc c'est pour ça que. Peut-être une réconciliation entre le cinéma et Constantine, oui. Oui, peut-être. Le retour de l'enfant prodige. Oui, Ismaël, il y a beaucoup de gens ne le savent pas, Constantine c'est la première ville en Algérie, dans l'Algérie indépendante, qui a célébré le cinéma, dont le premier festival du cinéma a eu lieu à Constantine. Justement, on parle du panorama. Mais l'activité ne s'est jamais arrêtée. Pendant 3 ans, il y a eu 3 éditions, le panorama. Et puis, des journées cinéma maghrébines. Les RCC. Oui, les rencontres cinématographiques de Constantine. Début des années 90. Celle du 95. On a réussi à faire avec Hakim le centenaire du cinéma. Mais je me souviens du spectacle. Vous étiez dedans, vous étiez comédien. J'étais dedans. Et l'activité ne s'est jamais arrêtée. Il y a des ciné-clubs qui fonctionnent. Nous assurons 2 ciné-clubs. Les Zinzins du cinéma et Ciné-Lécoum qui va... D'ailleurs, Hakim nous offre justement l'espace pour relancer un peu le ciné-club. Et pendant 3 ans, on essayait de pousser un peu les choses, de réfléchir, de refaire, de proposer. Comment faire revenir le festival avec sa grandeur? Pour nous, c'est d'abord un devoir. C'est un devoir de mémoire. Oui, un devoir de mémoire. Voilà. D'abord pour relancer le cinéma, mais aussi pour rendre hommage aux précurseurs, aux gens qui l'ont conçu, les gens qui lui ont donné vie. On peut citer pas mal de personnes qui... Une pensée, c'est sûr. Dès que Madame ministre a annoncé le retour du festival, c'est toujours de voir la mémoire et rendre à César ce qui appartient à César. Hashmi Zartal, Rachid Nafir, Kamal Ariwa, المحافظ Bouderbala, l'ex-wali et ministre Sidi Saïd qui est derrière ça. Et tout le monde, c'était des cinéphile. Boujma Haïchour, Mohamed Hazorli qui كان واحد من هاد الناس. Ahmed Ben Yahya, des gens qui ont beaucoup de... Il y avait tout le monde qui... Alors c'est bien de citer tout ce beau monde, parce que là, il y a de la qualité. Bien sûr. Il n'y a pas... Non, c'était parenthèse, parce que les gens qui ont créé le festival, c'était pas des simples cinéphiles, voilà, des cinéphiles. Non, il y avait un wali, il y avait un muhafid de l'Hizb à l'époque, il y avait il y avait des journalistes, il y avait des gens du cinéma, il y avait des cultures, des arts. Donc c'était ça. C'est un festival de la ville. Maharajal Medina. Absolument.
Alors la visite de la ministre était très intéressante parce que c'est étalé sur 2 jours et elle a fait un tour. Bon, je vous propose de revenir en images et quelques interviews sur ce qui s'est passé durant ces 2 journées lors de la visite de la ministre. C'était le week-end passé, jeudi, vendredi. رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون هو اللي وافق من حبه إلى الثقافة والفنون في الجزائر، وهاد المشاريع اللي اليوم اقترحوهم الفنانين هما يعني شرف لقسنطينة باش نرجع الروح اللي كانت، الروح الثقافية والفنية اللي كانت في قسنطينة. المشروع هو كيفية إشراك الشباب من خلال الفنون، لأن في الفنون كثيرة في قسنطينة. ندعم كل المشاريع التي تحتفي بالجزائر تراثا وثقافة وحضارة. النهضة الثقافية التي يريدها رئيس الجمهورية هو يثق في قسنطينة كثيرا، لأنه شعر بوفائكم وشعر بصدقكم وشعر بعمقكم التاريخي والحضاري، وهو ينتظر أن تجعلوا من هذه المدينة مدينة حضارية ثقافية تظهر من خلال إبداعكم وإنتاجاتكم. نقول رئيس الجمهورية يعطيه الصحة وبارك الله فيه. على كل حال زاد رجع النور لقسنطينة ورجع لها المكانة نتاعها اللي كانت زمان. سي انجاز اكستراوردينير، كل الشرف لقسنطينة، كل الشرف لهذه المدينة اللي عطاتنا كثير كثير كثير، ومازلنا حنا ما قدرناش نمدوا الشيء اللي لازم يكون في المستوى. قمنا بإنشاء مهرجان بانوراما السينما، وكان هذا مطلب مهم لرجال السينما، ونظن أن قسنطينة كانت تستحق فعلا أن يكون لديها مهرجان دولي. اتفقنا على إنشاء صالون دولي لكتاب الطفل. أيضا ترميم، أهم أنه رئيس الجمهورية كان طالب وأصر على ترميم، تقديم غلاف مالي مهم لدراسة وترميم المدينة القديمة بقسنطينة. ولن تنسى المدينة المعلقة مدينة الهوى ذكرى ابنها البار الفقيد أحمد عوابدية، الحنجرة المتلألئة التي أحيت مناسباتها. Voilà, donc c'était un peu quelques fragments de la visite de Madame la ministre à Constantine. Vous l'avez accompagnée, vous l'avez rencontrée. Ce que j'ai bien aimé, je crois que c'est la première fois que ça se fait, c'est qu'il y ait un débat entre ministre et artiste à bâton rompu. Il n'y avait pas de... Voilà, le micro était tendu à tout le monde. Je crois que ça, c'est une première. Exactement, et elle tenait absolument que ça se fasse. Et elle a été à l'écoute. Et c'est déjà une première. Une première, mais ça veut dire qu'il y a encore des possibilités. Quand on a une ministre de la cabine de Madame Bendouda, qui est à l'écoute et qui est venue pour annoncer un événement, un énorme événement. Mais avant de l'annoncer, elle voulait absolument avoir les échos, écouter, entendre les doléances, les soucis des artistes en général. C'est une première, effectivement.
Et ça a fait beaucoup de bien à toute la population qui était présente. Et ça a un peu redonné confiance aux gens qui étaient présents. Nous, en tout cas, on est super contents parce que ce n'est pas seulement parce qu'elle a annoncé la relance du panorama, du fameux panorama, mais c'est aussi parce qu'on sent qu'il y a une volonté de faire avancer les choses. Il y a un désir de relancer sérieusement l'activité culturelle. Et Constantine méritait vraiment toute cette attention. Et c'est tant mieux. C'est vrai, nous on parle de cinéma, mais il n'y a pas que le cinéma. Ouais, absolument. Madame la ministre visiter d'abord la restauration, c'est important. Restaurer le vieux bâti, la vieille ville de Constantine, qui est... Enfin, je crois que c'est un musée à ciel ouvert, pardon. Elle a parlé de livres pour enfants, elle a parlé du théâtre. Salon du livre, théâtre pour enfants. Je pense faire revenir un événement qui était dans les années 80, le mois culturel et touristique et économique que Constantine avait dans le passé, fêtant le 16 avril. Si on se souvient. Donc c'était ça, revenir à le printemps, mais un festival, Rabi al-Qasantini, fait le festival théâtre تاعنا, fait plusieurs événements, les artisans, tout ça, et puis Constantine, Frobé, donc cette ville qui ressemble à l'Andalousie, qui est pleine de... Elle renaît comme le printemps. Il faut lire Malik Haddad. Oui, bien sûr. Parce que Malik Haddad, la ville de Malik Haddad... Et justement, elle a fait allusion à Malik Haddad, elle nous a justement proposé de réfléchir à la meilleure façon de célébrer son centenaire. Et ça, c'est énorme. C'est encourageant. Alors là, ce n'est pas seulement le panorama du cinéma ou un festival. Là, c'est un programme culturel, une stratégie pour relancer la culture à Constantine. Et c'était ça, parce que, Monsieur le Président, on a parlé que Constantine, c'est une ville... qui respire la culture. Voilà, qui respire, le citoyen respire la culture. C'est une ville culturelle. Et c'est une ville que la culture et le tourisme kiffent. Donc c'est la même... Surtout qu'on a un regain de visite, il faut le dire, depuis le corona jusqu'à maintenant. Non, mais ces dernières années, depuis le corona, les 5 dernières années, on a un boom de visites extraordinaires. Ils viennent de tous les pays, ça vient des 4 continents, et on voit, j'ai jamais vu, sincèrement, autant de nationalités que ces derniers temps. Ça, Constantine attire. Bien sûr, toujours attiré d'abord par son passé, par son histoire, par son site, par son architecture, par le rocher, par toute l'histoire qu'il porte, mais aussi par l'activité, par l'hospitalité de ses citoyens. Les Constantins, en fait, ils ont un cœur très large. C'est des gens très hospitaliers, très pacifistes, on va dire. Et très accueillants. Absolument. Et puis, ce retour de vie. Et c'est pour ça que on a parlé de plusieurs événements culturels. Parce qu'il y a aussi le festival du Malouf international, qui est un festival de l'Inchad, un festival de la poésie féminine, et d'autres événements. Je crois qu'il est spécifique, la poésie féminine à Constantine. Des festivals qui mettent à nos médias, les journées d'une média ciné. Vous avez oublié Tkhtar Maoud Zahar, qui est une tradition. Donc, le Nes qui dit, l'arrivée des visiteurs et touristes adhèrent à ça. يعني مشي قال هذاك le visiteur il voit un programme théâtral, il voit un programme cinématographique, il يشوف l'artisanat et tout ça, donc كل شيء يمشي مع بعضه. Oui, c'est un tout, c'est une nouvelle dynamique qui va peut-être, qui ne peut que faire du bien à la ville, je pense. Bien sûr, non, mais la ville reprend ses droits. Constantine a toujours été une ville de culture, c'est un berceau de la culture, de la penseurs, etc. Il n'y a qu'à faire un petit tour sa millénaire histoire. Et c'est une réhabilitation de la ville. La ville a un potentiel extraordinaire
que ce soit pour les anciens اللي راهم مازالوا حيين وربي يطول في أعمارهم. Mais il y a aussi une jeunesse qui arrive, qui fait de très très belles choses, qui porteuse de projets innovants, des projets extraordinaires en matière de cinéma, en matière de culture et d'art en général. J'ai vu de très bons réalisateurs dans le court-métrage, dans il faut le dire, dans le cinéma, il y a des jeunes qui font des clips extraordinaires. On les reçoit généralement, le ciné-club, la cinémathèque, les zinzins du cinéma, on a instauré une tradition, chaque film qu'on propose donc pour un débat, généralement c'est des films d'auteurs, qui incitent justement, qui poussent au débat. Nous proposons très souvent des jeunes, de passer leur film et un peu le quart d'heure de gloire. Et on découvre des visions. C'est pas parfait, mais le cinéma, les ingrédients qui peuvent donner naissance à un grand réalisateur, un grand scénariste. Il suffira peut-être de réfléchir à leur formation, de les encadrer. Je crois que c'est la même chose pour le théâtre. Il se renouvelle de lui-même. Bien sûr. On a une génération de comédiens. Ok, il y avait aussi l'école de théâtre de Constantine qui a formé aussi des jeunes talents. Et le théâtre Constantine, il y a plusieurs associations qui adhèrent toujours dans le théâtre régional de Constantine. Il y a une vision. Il y a une vision de faire, de revenir des ateliers, des petits stages comme ça, voilà. Donc de la formation, le théâtre a aussi son rôle à Constantine. Il y a tout. De toute manière, quand on voit l'art, il se porte bien à Constantine et il se renouvelle de lui-même. Donc ce genre de rencontres, de festivités, de festivals, de printemps, ces mois culturels ne peuvent qu'encourager et améliorer ce qu'on a déjà comme potentiel qui est extraordinaire. Absolument. Et tout va dans le sens de la réhabilitation de la ville, de l'émancipation de la ville, de son cadre de vie. L'objectif c'est juin pour le panorama. Alors juin, panorama, juin ça devrait être en juin. C'est une date qu'on a préférée. Le groupe, on a proposé, mais il reste toujours... Peut-être qu'il faut vous donner un peu de temps, non, à mon avis. Non, il y a une équipe formidable, une équipe décidée, déterminée. Et puis notre festival, c'est un festival à thème. Donc c'est ça l'originalité du panorama. Donc c'est un festival de thèmes. Chaque édition a son thème, son histoire. Donc la première édition, on a choisi le film, le cinéma de la résistance et d'indépendance. Et c'est international. C'est un festival international, c'est qui regroupe plusieurs cinéastes, des films qui parlent de la résistance, qui parlent de l'indépendance, et avec plusieurs rencontres, avec aussi un séminaire international dedans, qui parle de cinéma, le rôle du cinéma d'indépendance et le rôle de l'image dans les révolutions. Donc, la thématique elle est bien choisie. Oui, moi c'est lourd, mais j'espère qu'on aura le temps de bien préparer tout cela. On est dedans déjà. L'équipe est fin prête, donc le staff est déterminé. Il y a une stratégie. Nous sommes en train de réfléchir aux meilleures façons d'organiser les choses. Et puis il y a des activités qui vont se faire justement qui versent dans le sens du panorama. Donc c'est une sorte de parrainé par le panorama. Sur l'échauffement. Il faut bien. On a toujours demi-finale. Non mais sérieux, il y a une préparation. D'abord il y a une réflexion qui se fait. Hakim organise un peu des rencontres, on se voit régulièrement, on réfléchit, il y a des propositions, on contacte nos copains, nos amis un peu partout pour des propositions, pour réfléchir. L'essentiel est conçu, donc la manière de faire... Le canevas est là, il reste la distribution des rôles et puis c'est tout. La démarche. Plus grand chose. Absolument. Mais Kulchi, à partir il y a 2-3 jours, il a joint, le jour J. C'est bon. Tout se fera en fonction
de la journée justement. 30 secondes pour terminer. 30 secondes, Dionys. 30 secondes. Alors, je suis tout à fait content, absolument content que ce projet se concrétise enfin, après 3 ans de course et de galère. Alhamdoulilah, Constantine, et je suis absolument confiant que nous réussirons à faire une très très belle chose pour la ville. 30 secondes. Eh bien, merci, Monsieur le Président, d'avoir redonné vie à la ville, donc avec la visite historique. Et puis, Madame la ministre a annoncé ou cette volonté de travailler ou et avec les autorités aussi, Monsieur Louali qui suit aussi l'activité Tana, il suit aussi le projet. Donc, alhamdoulilah, Inch'Allah, on n'est pas les meilleurs, mais on est différents. On va terminer sur ça, j'aime bien. En tout cas, bon courage. Merci On beaucoup. se donne rendez-vous déjà au mois de juin, Inch'Allah, si tout va bien, pour bien sûr ce panorama. Et puis moi, ça va me permettre aussi de refaire une mise à jour. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de... Allez, merci mes amis, très heureux de vous avoir accueillis dans ce Bonjour d'Algérie qui arrive à sa fin. Merci de nous avoir suivis. Nous étions en direct depuis tôt ce matin à partir de la station régionale de Constantine. Je vais remercier Nabil Yagoub et toute l'équipe qui a travaillé avec moi pour vous permettre de passer un agréable moment, je l'espère. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à vous présenter cette émission en compagnie d'amis et d'invités très intéressants. Je vous retrouve, Inch'Allah, si tout va bien, mardi prochain, Inch'Allah.